Certaines femmes prennent la parole, d'autres la mettent en valeur. Marie Guérin est de celles-là. Elle est la rédactrice en chef du magazine Elle Belgique et aujourd'hui, elle va nous parler de réussite, de doute, de confiance en soi, mais aussi d'empowerment. Bienvenue dans Legitimize. Bienvenue Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jasmine. Marie, on va rentrer directement au cœur du sujet. Je veux d'abord qu'on parle de toi. Donc, avant d'avoir ce poste, ce titre, cette visibilité, qui étais-tu? Qui étais-tu dans le silence? Qui étais-tu de devenir la femme d'aujourd'hui? J'étais une rêveuse, moi. Moi, je viens d'un petit village en Basse-Sambre, donc entre Namur et Charleroi. J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de créativité et donc je rêvais à plein de choses. Je rêvais à un monde de paillettes. Je rêvais aussi, j'ai toujours voulu être journaliste depuis toute petite. Donc, je me suis acheté mon premier enregistreur pour faire des micro-trottoirs dans la rue. Donc, voilà, ça, j'étais une petite enfant très active et j'ai toujours gardé ça, en fait. Donc, je suis partie de Sambreville pour venir faire mes études à Bruxelles, mais j'ai essayé de garder en fait cette fibre de rêveuse. Et donc, c'est ça ce qui t'a mené à faire ce travail alors? Absolument. En fait, j'ai toujours su que je voulais être journaliste et puis je suis venue à Bruxelles pour faire des études de journalisme. Ouais. Et puis là, t'es restée en fait toute ta vie à Bruxelles, t'es plus revenue chez toi. Oui, exactement. Et en fait, et à quel moment tu as osé rêver en fait? Oser se dire que un jour, je serai la rédactrice en chef. Très vite. En fait, moi, j'ai grandi dans les années 90. Ouais. Donc, c'était vraiment le moment où tu avais tous les girls bands, etc. Ouais. Tu avais le début du woman empowerment dans la pop, etc. Ouais. Et donc, on rêvait à devenir comme ça, à devenir des figures fortes, etc. On dansait, on se mettait en scène. Et donc, assez vite, je me suis dit que j'avais envie de devenir, voilà, quelqu'un qui compte et de faire quelque chose qui allait me plaire, de créatif. Et mes parents m'ont toujours encouragée, m'ont toujours fait croire que tout était possible et que j'avais pas de limites. Et donc, voilà, en fait, je pense qu'à aucun moment, je me suis dit que je n'y arriverais pas et je me suis dit que j'allais essayer de construire. Ouais. Et voilà, et je me suis lancée. Et donc là, toi, tu as pu atteindre ton rêve. Peut-être que tu as encore un plus grand rêve, why not? Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes filles-là qui te regardent aujourd'hui, mais qui veulent rêver grand, mais ne savent pas comment y arriver, ou bien ils se disent « Ah, peut-être ce ne sera pas du tout possible ». Déjà, j'ai envie de leur dire que tout est possible. En plus, on a la chance d'être en Belgique, où on a énormément de soutien sur plein de choses. Moi, j'avais pas d'argent, mes parents n'avaient pas d'argent. J'ai été au CPAS pour faire mes études, j'ai dû travailler. Et la Belgique rend tout possible, en fait. On peut avoir des bourses, on peut partir à l'étranger. Et si on ne sait pas où aller, on demande. Je pense qu'aller toquer aux portes, il y a beaucoup de gens qui peuvent être bienveillants tout au long de sa formation, de son chemin, et qui veulent aider les jeunes. Et je pense que si on ne sait pas par où commencer, voilà, il faut ouvrir des portes, il faut aller demander, il faut se renseigner, il faut aller trouver les personnes qui font ce qu'on rêve de faire et leur demander comment ils ont fait et s'ils peuvent nous aider. Et ça marche. Donc la transmission, c'est quelque chose d'important et je pense que les jeunes doivent vraiment miser là-dessus. Ouais, et qu'ils osent y aller, en fait, aller toquer à ces portes-là. Et en fait, aujourd'hui, tu es à la tête d'un grand magazine en Belgique, mais ça demande beaucoup de responsabilités. Il y a des choix à faire, parfois il y a des doutes. Mais comment tu fais pour rester fidèle à toi-même dans un monde aussi rapide, aussi exigeant? Alors, l'avantage, c'est que je travaille pour une marque, Noël, qui a des guidelines, des valeurs, un ADN qui est préétabli. Donc, quand j'ai des doutes, j'essaie toujours de me replonger dans l'histoire d'UL, qui est très riche. On fête les 80 ans cette année. Et donc, il faut toujours que je fasse attention de dire, ce n'est pas moi. Donc, je dois vraiment me recentrer sur les valeurs de la marque. Et donc, ça, c'est un phare. Puis après, c'est s'appuyer sur une très bonne équipe parce que j'ai la responsabilité, mais j'ai une super équipe de femmes. Et donc, quand j'ai un doute, je consulte toujours. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est légitime? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire? Est-ce que ça vous parle? Et puis, les lectrices aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'être connectés, on a des communautés, on a des événements. J'aime bien recevoir des feedbacks. Quand on me dit « Ah, ce que tu as fait là, c'était bien » ou « Quand vous avez fait ça, on n'a pas compris ». Et ça permet en fait de pouvoir aussi recadrer, s'orienter. Donc, vraiment être à l'écoute des autres, c'est important. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur de ne pas être assez à la hauteur? Absolument. J'ai eu le job quand j'avais 30 ans. Et en général, c'est un job qui... Tu as quel âge maintenant? Maintenant, j'ai 37.
On dirait pas du tout. Bon, c'est là, là-bas, je suis choquée. Je pensais que tu as 30 ans, là, tu sais. Non, pas du tout. Donc, j'avais 30 ans à l'époque et c'était très jeune parce que, si tu veux, dans la construction de la carrière journalistique, tu es journaliste et puis rédactrice en chef, c'est souvent un peu l'aboutissement d'une carrière. Ouais. Mais le fait est qu'avec le digital, maintenant, il y a de nouveaux challenges et comme j'avais un profil qui était à la fois print et digital, mon patron a fait le pari de se dire on va peut-être avoir un profil plus jeune, mais qui a déjà de l'expérience dans plusieurs canaux. Oui. Et donc là, je me suis sentie vraiment pas à la hauteur. J'avais peur de pas y arriver, surtout quand tu dois commencer à aménager une équipe avec des personnes plus âgées, qui sont là depuis 20 ans, qui ont des plumes incroyables. Ça doit pas être facile. Qui sont des figures surtout, parce que c'est un métier aussi de représentation, c'est un métier de légitimité, tu dois avoir des contacts, tu dois avoir un réseau, et te dire que toi, tu arrives et tu es en train de débuter, tu te construis. Comment est-ce que tu vas faire pour gérer ces gens-là? Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été tout à fait soutenue par tout le monde dans mon équipe et qu'elles se sont dit, on va être avec toi dans ce projet. Et tu t'es pas sentie jugée quand tu es évidemment, je me suis sentie jugée parce qu'évidemment, j'avais des gens qui étaient contre et qui ne voulaient pas travailler avec moi, mais qui sont partis au fur et à mesure des années. Mais je me suis beaucoup appuyée sur celles qui croyaient en mon projet, qui était un projet de digitaliser, de créer une communauté, d'avoir aussi un management horizontal où chacune pourrait avoir une voix égale aussi éditoriale. Et donc, ça, c'était important pour moi. Et au fur et à mesure, celles qui n'étaient pas d'accord avec le projet se sont détachées, sont parties. Et donc là, maintenant, ça va faire 8 ans. Et j'ai une équipe qui est au top. Donc voilà. Et je peux te dire que c'est seulement maintenant que je commence à me dire, OK, je gère, je suis à ma place, je maîtrise 100%, tu vois, de tout le travail qu'il faut faire. Mais ça prend vraiment du temps. Et je pense que c'est normal d'avoir des doutes. Mais il faut se faire confiance et faire confiance à son équipe et se dire, voilà, c'est un projet commun. Et surmonter ses peurs. Ouais, ça c'est super important. Et justement, et comment tu as réussi à faire face aux critiques? Humblement. Les critiques sont pas toujours négatives. Quand elles sont gratuites et non fondées ou pas constructives, on les ignore. Et quand elles le sont, on essaie de les prendre en compte et d'être humble. Parce que même si c'est un poste qui est très visible et qui a des responsabilités, toujours se dire qu'on a énormément de choses à apprendre. Donc, voilà, intégrer. Moi, j'essaie toujours d'apprendre. Je suis quelqu'un de curieux. Donc, j'essaie de rester humble par rapport aux critiques et à ce que les gens peuvent penser. Après, tu as toujours des haters, tu as toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec ceci, cela. Être une femme jeune, racisée, à un poste comme ça, voilà. Mais c'est pas grave. On a des ambitions. On est là pour changer, pour bouger les lignes. Et il y aura toujours des haters. Et ça, c'est pas important parce que c'est pas constructif. Et justement, tu as parlé de légitimité. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens légitime ou tu as encore des doutes parfois par rapport à ça? Oui, je me sens légitime. Alors, pour moi, il y a une différence entre ce syndrome d'imposteur et la légitimité. C'est-à-dire que tu peux être légitime parce que tu es journaliste, que tu as déjà 10 ans de carrière, etc., mais pas te sentir suffisamment en sécurité, toi, vis-à-vis de toi-même et par rapport à ton équipe. Mais la légitimité, oui, clairement, il n'y a pas de souci, je l'ai. Et puis, pour moi, quand on ne se sent pas en sécurité, il faut bosser. Je pense que je me suis dit, je vais prouver, en fait. Tu dois bosser sur soi-même. Tu dois bosser sur toi, mais surtout, tu dois faire ton travail. Donc, je me souviens que la première année de mon travail, j'étais pas vraiment trop dans les mondanités parce que je voulais vraiment que le contenu soit au top. Je me suis énormément investie, j'écrivais beaucoup, on a vraiment reformé toute la structure du magazine, etc. Parce que je m'étais dit, d'abord, je veux que mon contenu soit au top et qu'après, quand je vais le défendre, je sois sûre de ce que je défends et je ne défends pas mon travail uniquement, mais celui du groupe. Et c'était ça ma réponse. Si je me sens pas en sécurité parce que je me sens un petit peu pas prête, c'est pas grave, je vais bosser. Je vais bosser, je vais écrire, je vais manager, je vais produire des shootings. Tu le transformes en force, quoi. Exactement. Je vais travailler et comme ça, on pourra pas me reprocher de ne pas essayer, de ne pas me former et de ne pas être une travailleuse. Et après, la légitimité vient avec la reconnaissance de ton travail. Donc, voilà. Et par rapport justement au syndrome d'imposteur, comment tu as pu surmonter ce syndrome et comment tu pourrais justement conseiller ces jeunes filles qui te regardent aujourd'hui d'y faire face, quoi?
Déjà, il n'a aucun lieu d'être, ce syndrome, parce que basé sur quoi, tu vois? On peut l'avoir par rapport à sa formation, par rapport... À un moment donné, on est là, si on arrive à faire le job, si on délivre, il n'y a pas de raison d'avoir ce syndrome. Donc, il faut vite évacuer ça. Moi, j'essayais d'être la plus objective possible sur moi-même et de ne pas être trop dure. Et je crois que c'est là qu'est toute la difficulté, c'est de ne pas être trop dur envers soi. C'est-à-dire que l'espace de liberté et la marge d'erreur qu'on peut donner aux personnes de son équipe, on doit être capable de se l'autoriser aussi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pour lutter contre ce syndrome, c'est de se dire « Ok, je ne suis pas parfaite, donc il faut que j'évolue et il faut que j'améliore le travail que je fais. » Et c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir un regard plus indulgent sur nous et de se dire « Je peux y arriver, j'ai envie d'y arriver, c'est mon ambition, donc je vais mettre tout ce que je peux pour y arriver. » Et justement, parce que là, tu as pu grimper vite les échelons, est-ce que tu as eu des moments de solitude dans ton parcours? Oui, certainement. Ou est-ce Certainement, quand tu dois prendre des décisions finales et que les avis sont partagés, que tu dois trancher, il y a toujours un moment où tu te dis « Ok, bah, je vais y aller ». Et ça, c'est quand tu es un leader. C'est qu'on dit tu dois trancher sur ta conviction, ton expérience et ce que tu penses être le choix le meilleur. Et donc là, tu peux te sentir seul. Et c'est seulement quand tu as la validation ou l'invalidation de ton travail que tu peux te dire « Ok, j'ai bien fait ou pas ». Mais sur le moment où tu prends une décision, on peut se sentir seul, quelle que soit l'équipe. Quand tu gères une équipe, tu dois prendre des décisions. Est-ce que dans ton... ce que je voulais rajouter, c'est est-ce que dans ton cercle d'amitié, cercle extérieur, est-ce qu'en grimpant les échelons, ce cercle, il a commencé à se rétrécir et tu as commencé à te sentir beaucoup plus seule parce que voilà, tu n'avais plus ce soutien? Non. Non, je t'avoue que mon cercle n'a pas changé, que je me repose beaucoup dessus aussi pour quand j'ai des moments de doute, quand j'ai des choix même professionnels. Et mes amis m'ont accompagnée dans mes différents moments et comme je les accompagne dans les leurs, pas du tout. Alors évidemment, par contre, ton cercle s'élargit parce qu'au plus tu prends du pouvoir, au plus tu as des gens qui s'intéressent à toi. Il faut toujours avoir la lucidité de voir quelles sont les personnes qui sont intéressées ou les personnes qui sont vraiment authentiques. Ça, c'est un exercice qu'on apprend à faire au fur et à mesure aussi. Mais le cercle d'amitié que tu avais avant, voilà. Après, on évolue, on grandit, on mûrit, donc les amis changent, on les voit moins, on les revoit après, bien sûr. Mais sinon, je ne pense pas qu'au niveau de mes amis du début, il y a eu aucun changement. Non. Non, c'est chouette parce que voilà, il y en a chacun, comment il vit, quand on grimpe il y en a que le cercle il devient beaucoup plus restreint et il y en a qui restent le même. Donc c'est chouette, c'est aussi de montrer aussi aux personnes que ça dépend de l'expérience de chacun et l'entourage de chacun, quoi. Et puis surtout, quand tu prends des responsabilités, tu as moins de temps pour toi, pour ta famille et encore moins pour tes amis. Tout à fait. Et donc, il faut aussi faire des choix pour essayer de continuer à maintenir un lien social. Parce que là, tu as raison, c'est que on peut vite se laisser déborder par la quantité de travail qu'on a et alors moins avoir ses amis et que les liens se délitent. Donc, c'est vrai que pour moi, les amitiés sont très importantes. J'adore recevoir. Donc, forcément, tu fais moins de choses, mais tu as envie que ce soit de qualité. Donc, j'essaie quand même de garder des moments privilégiés pour continuer à entretenir mes liens sociaux avec les personnes importantes pour moi. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi un défi quand on est une maman, quand on est une femme, de devoir maintenir, en fait, ces liens d'amitié. Ça, c'est clair. Parfois, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Tout à fait. Et donc, il y a des femmes aujourd'hui qui te regardent, des femmes, des jeunes filles, qui ont ce feu en elles, mais elles ont peur de se lancer, elles ont peur de déranger, peur d'échouer. Qu'est-ce que tu peux leur dire? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, suivez votre instinct. Je pense que moi, c'est un truc que j'essaie de faire en ce moment. C'est vraiment dans mes petits objectifs, c'est toujours se reconnecter à qui on est, à son instinct, sentir le gut feeling, vraiment sentir si c'est la bonne chose. Et si on pense qu'on a cette flamme et qu'on pense que c'est la bonne chose, il faut y aller. Il ne faut pas se laisser arrêter par les préjugés, par les biais, par le patriarcat en général ou par tout ce qu'on va pouvoir nous dire, surtout si on est une femme indépendante, entrepreneur. Il faut y aller, il faut s'accrocher, mais aussi il ne faut pas être seul, il faut se faire aider, il ne faut pas tout porter. Et donc, mais il faut foncer, c'est sûr. Et aujourd'hui, Marie, que tu le veux ou non, tu es un rôle modèle, tu es une rôle modèle aujourd'hui, mais toi, tu le vis comment?
Est-ce que t'es une rôle modèle malgré toi, mais tu le vis comment en fait? Je t'avoue que je le vis pas particulièrement. Enfin, je m'en rends pas compte. Si on me le dit, je me dis ah c'est gentil, ça me fait plaisir d'inspirer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu vois? Mais je ne me lève pas le matin en me disant ah j'ai une mission d'inspirer les gens, tu vois? J'espère juste que mon travail va aider d'autres femmes ou d'autres petites filles à se réaliser et voilà, quelle que soit la façon, si c'est sur moi en tant que personne ou si c'est en fonction lié au travail dans le magazine ou ce que je fais à côté, tant mieux. Mais moi, je ne visualise pas vraiment, je me visualise pas comme un rôle modèle, mais si je le suis, tant mieux. Et c'est aussi un autre petit chèque que j'ai dans les choses, dans les grandes ambitions que j'ai, quoi. Ah oui, parce que je suis sûre que tu inspires beaucoup de personnes. Et surtout, déjà le fait d'avoir grimpé les échelons, d'être la rédactrice en chef en tant que femme racisée, c'est un rôle modèle, tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire « Ah, mais Marie, elle a réussi, moi aussi je peux réussir. » Donc, que tu le veuilles ou non, tu l'es. Oui, et j'espère, et tant mieux, parce qu'il faut que ça encourage. Oui, c'est important parce que tu as pu ouvrir la voie aussi, tu vois. Exactement. Donc, que les gens sachent que tu dois pas être né riche dans un réseau. Moi, je viens d'une famille, voilà, qui est tout à fait normale. J'avais juste mon papa policier, j'ai été adoptée. Voilà, donc j'avais aucun réseau. J'ai débarqué à Bruxelles à 18 ans, j'avais encore jamais pris le tram. Tu vois, et c'est possible. Et donc, si on est passionné et qu'on s'instruit, qu'on se forme, je pense que tu es aussi un super exemple. Je crois qu'on peut y arriver comme ça, avec une ambition. Tout à fait. C'est important. Ouais, moi je suis d'une maman solo, donc c'est sûr que quand on a des rêves, qu'on y travaille dur pour ces rêves-là, malgré que c'est difficile, malgré que le corps il veut plus tenir, on continue. Donc justement, il faut persévérer pour y arriver. Vraiment, mais merci Marie pour ce petit compliment. Et aussi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi aujourd'hui? J'aimerais que les gens se disent, elle a ouvert des portes. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Elle a ouvert des portes. Et quand quelqu'un me dit, eh ben, écoute, grâce à toi, j'ai pu faire ça, j'ai eu accès à ça, ou la visibilité que tu m'as donnée, ou le contact que tu m'as donné, ou le conseil que tu m'as donné m'a permis de rebondir. Et ça me fait trop, trop plaisir. Et j'encourage tout le monde à faire ça pour les autres, et surtout entre femmes. En plus, la Belgique, c'est petit, on peut facilement se connecter. Et vraiment, parfois, c'est juste un compliment sur ce que quelqu'un a réussi à faire. Et parfois, c'est donner un contact, c'est mettre en relation des gens. Et parfois, c'est écrire un article, ouvrir la porte d'une boutique. Et ça, j'espère qu'on se dira que j'ai ouvert des portes. Et qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à ces femmes qui te regardent aujourd'hui? Ce message d'empowerment. Je pense que l'audace, la curiosité et le travail sont vraiment des éléments qui sont importants. Je pense qu'être disruptif, mais aussi être positif. Moi, j'essaie d'avoir le sourire, parce que parfois, je trouve que le monde peut parfois être un peu gris. Et je rencontre beaucoup de femmes souriantes et positives et constructives, et je trouve que c'est toujours celles qui vont le plus loin, parce qu'elles ont une espèce de force, tu disais une flamme. Et moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est garder cette flamme et ce sourire et cette positivité pour surmonter les obstacles, parce qu'on ira beaucoup plus loin comme ça. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on arrive vers la fin du podcast. Ok, déjà. Et cette fois-ci, c'est pour s'adresser à une petite lettre à la petite Marie. Donc Marie, si tu pouvais t'adresser un message à la petite fille, la petite Marie, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais, écoute, finalement, tu as réussi à être journaliste, donc bravo. Alors, tu n'as pas fait des reportages au bout du monde comme tu pensais le faire, mais tu as réussi ton rêve, donc bravo, tu t'es bien accrochée. Et puis, j'ai envie de lui dire aussi que quand certaines épreuves ne sont pas faciles, sache qu'il y a toujours le soleil qui t'attend à un moment donné. Parfois, j'ai vécu des périodes difficiles quand j'étais plus jeune. Et je ne me rendais pas compte que j'allais forcément vers du mieux. Et là, je me sens vraiment au top maintenant. Et je pense que j'y ai travaillé pour. Et donc, je voulais la remercier d'avoir traversé ça et lui dire qu'elle a bien fait parce que maintenant, elle serait heureuse. Merci Marie, c'était vraiment incroyable de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et d'avoir partagé ton parcours, ton histoire avec nous. Qui, à la fois, je la trouve touchante et à la fois,
ça donne ce petit coup de boost pour ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et n'arrête pas ce que tu fais, c'est vraiment incroyable, vraiment continue. On a besoin de femmes comme toi, pour ouvrir encore plus de portes. Je ne sais pas si tu as encore des rêves encore plus loin que rédactrice en chef. Ça s'arrête jamais. Tu voudrais... Quel est ton rêve ultime? Écoute, je pense que j'aimerais avoir un vrai impact pour les femmes, au-delà de la communication, de la visibilité, un impact concret dans leur vie, les aider, faire des avancées majeures en fait au niveau des droits, au niveau des acquis, au niveau de tout ce qu'on peut faire pour encore permettre aux femmes d'évoluer et de briller. Donc, voilà. Incroyable, c'est une très belle mission de vie. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie. Avec plaisir. Vraiment merci à vous qui nous regardent aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt. Merci.